Bienvenue dans Euronews Soir. Nous sommes ensemble pour 16 minutes d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Michel Platini, l'ancien patron de l'UEFA, en garde à vue. Les enquêteurs veulent savoir s'il y a eu corruption dans les conditions d'attribution de la Coupe du monde de football au Qatar en 2022. La Russie se retire officiellement d'un traité historique sur le désarmement nucléaire signé à la fin de la guerre froide. Dans l'actualité également, un chiffre, 9,7 milliards, c'est le nombre d'humains que comptera la planète en 2050 selon l'ONU. Et puis nous prendrons un peu de fraîcheur dans les sous-sols des thermes de Caracalla, un site immense de la Rome antique restauré et ouvert au public. Je vous le disais en titre, c'est un véritable coup de tonnerre dans le milieu sportif. La star française de football Michel Platini, ancien patron de l'UEFA, a été placé en garde à vue dans l'enquête sur les conditions d'attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Olivier Peggy. Michel Platini a été placé en garde à vue à Paris. L'ancien patron de l'UEFA est interrogé par les enquêteurs de l'Office anticorruption de la police judiciaire. Cela concerne l'attribution de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. Y a-t-il eu corruption dans les conditions d'attribution ? En 2016, une enquête préliminaire avait été ouverte pour corruption privée, association de malfaiteurs, trafic d'influence et recel de trafic d'influence. En plus de Michel Platini, le nom de Claude Guéant apparaît dans cette affaire. L'ancien secrétaire général de l'Élysée a lui aussi été convoqué chez les enquêteurs sous le statut de suspect libre. Malheureusement, il y a un peu de presse qui essaye de nous mettre en conflit, mais ça va très bien. On part en Russie où Vladimir Poutine présente un projet de loi sur la suspension du traité de désarmement nucléaire. Le président russe veut se retirer officiellement du traité FNI signé en 1987 à la fin de la guerre froide. Stéphane Amalian. Le Parlement russe approuve la suspension du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire. Signé en 1987 par les États-Unis et l'URSS, ce texte abolit l'usage par ces deux pays de missiles terrestres d'une portée de 500 à 5500 km. Donald Trump avait annoncé le retrait américain en février 2019. Depuis les années 2000, les États-Unis ont utilisé dans leur opération de combat des véhicules d'assaut aérien sans équipage, ce qui correspond parfaitement à la définition de missiles de croisière, comme l'indique le deuxième article du traité. Depuis plusieurs mois, Washington et Moscou s'accusent mutuellement de violer le traité. Les États-Unis soutiennent que les essais de la Russie sur le missile 9M729 avaient enfreint les termes de l'accord. De son côté, Moscou accuse les États-Unis de vouloir s'affranchir de leurs obligations juridiques internationales. Et puis ce rapport, véritable état des lieux des armes nucléaires dans le monde. Elles sont moins nombreuses, plus modernes et détenues en majorité par la Russie et les États-Unis. Julien Pavy détaille les conclusions parfois alarmantes de cette étude. Le nombre d'ogives nucléaires est en baisse dans le monde, mais les armes se sont modernisées. C'est la conclusion d'un rapport du CIPRI, l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, qui constate par ailleurs que les pays détenant l'arme atomique lui donnent une importance accrue, notamment les États-Unis. Les États-Unis qui, avec la Russie, détiennent 90% des armes nucléaires dans le monde. Le CIPRI estime aujourd'hui leur nombre total à 13 865, soit 600 de moins sur un an. On est très loin des 70 000 ogives recensées au milieu des années 80. Ce rapport dresse par ailleurs plusieurs constats inquiétants. Tout d'abord, l'accumulation d'armes nucléaires des deux côtés de la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Ensuite, l'expiration dans 2 ans du traité New START de réduction des armes stratégiques entre la Russie et les États-Unis. Or, il n'y a aucune discussion sérieuse en cours pour le prolonger. En 2050, la Terre comptera 2 milliards d'humains de plus qu'aujourd'hui. Nous serons donc 9,7 milliards à vivre sur la planète bleue, mais certaines zones seront presque vidées de leur population. Nous sommes de plus en plus nombreux sur Terre, c'est le constat réaffirmé par l'ONU dans son dernier rapport sur les perspectives de la population dans le monde. En un demi-siècle, le nombre d'êtres humains a littéralement explosé, passant de 2,5 milliards d'âmes à près de 8 milliards aujourd'hui, selon les estimations de l'ONU. Une croissance qui devrait se poursuivre pour atteindre 9,7 milliards d'individus en 2050, 11 milliards en 2100.
La population devrait augmenter principalement en Afrique subsaharienne, Nigeria, République démocratique du Congo, Éthiopie ou Tanzanie notamment. Parmi les autres régions citées par ce rapport, l'Inde, le Pakistan, l'Indonésie, l'Égypte ou les États-Unis. A l'inverse, une vingtaine de pays, dont la Chine, voient leur population diminuer en raison d'une faible fécondité. Le taux de fécondité global, qui a d'ailleurs tendance à reculer, il est passé de 3,2 naissances par femme en 1990 à 2,5 naissances aujourd'hui et devrait encore reculer dans les années à venir selon les estimations de l'ONU. Dans l'Union européenne, l'indice moyen de fécondité est bas à 1,6 enfants par femme. Une fécondité en baisse et une population qui vieillit grâce au progrès de la médecine. Aujourd'hui, les humains vivent en moyenne 8 années de plus par rapport à 1990 et ils devraient gagner encore plusieurs années dans le futur. 77 ans d'espérance de vie moyenne selon l'ONU en 2050, bien plus dans l'Union européenne, mais beaucoup moins dans les pays pauvres. Cette augmentation de la population ne sera pas sans conséquences pour la planète. La déforestation, l'urbanisation massive, le réchauffement climatique en sont aujourd'hui les symptômes. L'humain devra-t-il conquérir d'autres espaces? Il lorgne déjà sur les mers et rêve d'autres planètes. Un mot d'économie, Facebook lancera en 2020 sa crypto-monnaie. Libra permettra notamment de transférer de l'argent avec Facebook Messenger ou WhatsApp. On voit ça dans le détail avec Laurence Alexandrovitch. Utilisera-t-on bientôt les monnaies virtuelles aussi facilement que nous envoyons un message? C'est en tout cas le pari de Facebook qui lance une crypto-monnaie qui sera disponible à partir du premier semestre 2020. Libra, c'est son nom, est un nouveau moyen de paiement en dehors des circuits bancaires traditionnels. Les usagers disposeront sur leur smartphone d'un porte-monnaie numérique, Calibra, directement intégré par Facebook à ses services Messenger et WhatsApp pour faire leurs achats, envoyer ou recevoir de l'argent. Une nouvelle monnaie qui dépasse l'obstacle des devises, un outil susceptible d'intéresser aussi les exclus du système bancaire dans les pays émergents, par exemple. Facebook a confié la gestion de Libra à une entité indépendante basée à Genève pour éviter ainsi d'avoir des expériences négatives, comme le Bitcoin, qui a attiré spéculateurs et criminels sur le Darknet. Mais une question demeurera toujours, qui est-ce qui paye la tournée ? En France, le gouvernement a présenté une vaste réforme de l'assurance chômage. Elle prévoit des économies drastiques. Les syndicats n'ont pas tardé à faire part de leur colère. On fait le point avec Raphaël Tavernier. Elle était très attendue. La vaste réforme de l'assurance chômage a été présentée ce mardi par le Premier ministre Édouard Philippe. Elle vise à désendetter l'Unédic et à inciter au retour à l'emploi. Parmi les mesures phares, notamment la mise en place d'une taxation des contrats de travail courts. Bonjour à tous. Nous allons donc instaurer un régime de bonus-malus pour favoriser l'embauche sur des emplois de plus longue durée. Les secteurs économiques que nous avons choisi de cibler sont ceux qui abusent, en tout cas ceux dans lesquels le recours au contrat court est le plus important. Autre mesure, des indemnités dégressives pour les cadres de moins de 57 ans qui avaient un revenu de travail supérieur à 4 500 € brut par mois. Ils verront leur indemnisation réduite de 30% à partir du 7e mois. Par ailleurs, à partir du 1er novembre, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois sur 2 ans pour accéder à l'assurance chômage. Enfin, voir son indemnisation prolongée nécessitera d'avoir travaillé 6 mois au lieu d'1 an pendant sa période de chômage. 2 mesures qui devraient permettre une économie de 2,85 milliards d'euros et une réforme qui exaspère les partenaires sociaux. On a une réforme qui est perdante, archi perdante pour l'ensemble des demandeurs d'emploi. Nous sommes abasourdis de cette réforme qui est, je le répète, profondément injuste. Direction l'Allemagne, où Angela Merkel recevait le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La chancelière a été victime d'un malaise dont elle s'est expliquée quelques minutes plus tard. Olivier Péguy. Image inhabituelle et saisissante de la chancelière allemande prise de tremblement.
C'était ce mardi, lors d'une cérémonie officielle à Berlin, Angela Merkel recevait le président ukrainien. Durant les hymnes nationaux en plein soleil, elle s'est mise à trembler sans pouvoir se contrôler. Quelques instants plus tard, elle a pu tenir son rang pour la suite de la cérémonie, le passage des troupes en revue. Une heure plus tard, et conformément à ce qui était prévu, elle a donné une conférence de presse avec son hôte et elle a été interrogée sur son malaise. Depuis tout à l'heure, j'ai bu 3 verres d'eau, ce dont j'avais manifestement grand besoin. Et à présent, je me sens très bien. Angela Merkel est âgée de 64 ans. Elle a déjà annoncé son retrait de la vie politique à la fin de son mandat, au plus tard en 2021. Restons en Allemagne avec l'élection d'un Danois au poste de maire de la ville de Rostock. C'est une première. Jamais un étranger n'avait occupé cette fonction outre-Rhin. Cet homme, Klaus Ruhe Madsen, est le nouveau maire de Rostock en Allemagne. Et si on parle de lui, c'est qu'il est danois. En remportant l'élection locale ce dimanche, il est devenu le premier étranger à être élu maire d'une grande ville allemande. Sa première déclaration a été pour rassembler tous ses concitoyens. Je suis très heureux. Maintenant, il est important que tous les habitants de Rostock parviennent à s'entendre pour avancer ensemble. Nous sommes tous dans un même bateau. Klaus Ruhe Madsen est âgé de 46 ans, il est né à Copenhague et vit en Allemagne depuis le début des années 90. Il gère une chaîne de magasins d'ameublement. Il a également été à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Rostock pendant plusieurs années. Pour ce scrutin municipal, il se présentait sans étiquette partisane. Pour une majorité d'électeurs, le fait qu'il soit danois ne pose aucun problème. C'est un pays voisin qui n'est qu'à 40 km d'ici. Moi j'aime bien les Danois, ce sont des gens qui sont très ouverts aux autres. Klaus Ruhe Madsen s'est engagé à moderniser cette ville portuaire et si son exemple peut être reproduit, alors tant mieux, dit-il. Oui, c'est un beau message pour le reste de l'Allemagne, pour qu'on voit qu'ici, les gens sont ouverts d'esprit. En France, un ressortissant européen peut voter à une élection locale et même être élu conseiller municipal, mais en revanche, il ne peut pas être élu maire ou adjoint. C'est une conséquence du réchauffement climatique. La fonte du Groenland a commencé avec 3 semaines d'avance. Des milliards de tonnes de glace ont disparu en quelques heures seulement. Je vous laisse découvrir ces images commentées par Raphaël Tavernier. Le fjord d'Inglefield, au nord-ouest du Groenland, littéralement inondé par la fonte des glaces. Cette photo a été prise il y a quelques jours. La fonte a commencé très tôt cette année avec 3 semaines d'avance et à une allure sans précédent. Selon l'Institut météorologique danois, le Groenland aurait perdu en une seule journée pas moins de 2 milliards de tonnes de glace. Si la fonte continue au même rythme, 2019 sera une année record et cela pourrait avoir des conséquences directes pour la population. Si la fonte se poursuit, les habitants du Groenland ne pourront pas conserver leur mode de vie traditionnel. Et si le réchauffement climatique persiste, la glace continuera de fondre. Selon le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, certaines stations côtières du Groenland enregistrent actuellement des températures de 20 degrés et plus dans cette région où l'été vient tout juste de commencer. On termine ce journal avec un peu de fraîcheur dans les thermes de Caracalla. C'est à Rome. Pour la première fois, les visiteurs peuvent se rendre dans les entrailles de ce site immense, sorte de spa de la Rome antique. Se plonger dans les entrailles des thermes de Caracalla, c'est ce que propose la ville de Rome. Pour la première fois, après d'importants travaux de restauration, le réseau de tunnels souterrains sous les thermes de Caracalla est ouvert au public. L'occasion de découvrir les endroits où les esclaves travaillaient sans relâche pour alimenter l'eau qui montait aux piscines et pour gérer le système de chauffage à l'aide de roues. Des systèmes hydrauliques, des fours, des cheminées, c'est pour les visiteurs un véritable labyrinthe et un retour en arrière de presque 2000 ans dans la vie romaine. Les thermes ont en effet été inaugurés à Rome sous l'empereur romain Caracalla en 216 après Jésus-Christ, d'où leur nom. Sur 11 hectares, ils étaient les plus grands et les plus luxueux de l'époque. Ils pouvaient accueillir 8000 personnes par jour qui profitaient des massages, des bains ou des exercices de gymnastique.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur Euronews. À demain.